En toute franchise, c'est l'invité politique de Christophe Barbier. Bonjour Christophe. Bonjour Léa. Et aujourd'hui Christophe, vous recevez Patrick Mignola. Patrick Mignola, bonjour. Bonjour. Vous êtes député représentant la Savoie et vous êtes le président du groupe Modem à l'Assemblée nationale. Vous l'avez entendu, le vaccin AstraZeneca est suspendu. Est-ce une nécessité ou est-ce répondre à la panique ? Non, c'était même une obligation, je pense. Quand il y a un doute, il faut évidemment le lever. Mais est-ce qu'il y a un doute ? Il y a 11 millions de Britanniques qui ont été vaccinés, il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu de phénomène. Vous avez raison, moi ça me choque au fond un peu, que finalement quand on voit une dizaine de cas difficiles de thrombose, alors chaque cas doit être évidemment pris en considération, mais qu'on a eu 11 millions de vaccins, effectivement on pense que le risque est faible. Mais on a vécu un petit emballement. Depuis la décision du Danemark, ça s'est ensuite propagé à quelques autres pays, et il fallait redevenir européen pour mieux protéger les Français. S'il y avait un doute, il fallait le lever, et ensuite qu'on reprenne le cycle normal de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, de l'Agence européenne du médicament, pour rendre la confiance dans ce vaccin à tout le monde. Vous avez vu, en une journée, les Français n'étaient plus que 1 sur 2 à avoir confiance en AstraZeneca. Et donc, il faut pouvoir les rassurer. C'est pour ça que c'est une décision très difficile, parce qu'elle coupe notre dynamique dans la vaccination générale. Mais je pense qu'il valait mieux se couper un ongle plutôt que se couper un bras. Et tout de suite rassurer les Français pour, à la fin de la semaine ou au début de la semaine prochaine, redémarrer cette campagne de vaccination. Dans un premier temps, la France avait tenu bon. On a l'impression qu'on a un peu obéi à l'Allemagne. L'Allemagne a craqué. Dans la foulée, on a dit bon d'accord, on suspend. Moi, je le vois un peu différemment. Je pense que ça a été une nouvelle fois bien coordonné entre la chancelière Merkel et le président Macron, parce que plutôt que plusieurs pays européens, comme une forme de tache d'huile, prennent une décision complètement ponctuelle ou individuelle, à un moment donné, France et Allemagne, c'est leur rôle, c'est notre rôle dans l'Union européenne, ont pris la décision d'opérer cette suspension, de telle sorte que nous reprenions la décision tous ensemble, soit de recommencer la vaccination avec AstraZeneca, soit pas, mais que dans ce cas-là, tous les pays européens soient rassurés, et puis que nous, Français, qui sommes tous un peu rétifs à la vaccination, qui nous posons des questions, et c'est légitime, on puisse retrouver confiance dans cette campagne de vaccination. On a envie d'en sortir, faut s'en donner les moyens. Il y a peut-être un petit côté aussi bras de fer avec AstraZeneca, qui ne tient pas ses livraisons, qui est dans une lutte commerciale avec l'Europe. Oui, moi je suis assez surpris de la communication de cette entreprise. Je pense qu'elle a des scientifiques de grand talent, des communicants dont le talent est moindre. Et il faut faire très attention, parce que on est dans une démarche où à la fois il nous faut une validité, une robustesse scientifique, mais il faut aussi donner aux Françaises et aux Français des garanties pour qu'ils aient envie de se faire vacciner. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir se faire vacciner, à vouloir sortir de chez eux, à retrouver une vie normale. Mais il faut qu'on puisse leur garantir que les produits aujourd'hui qu'on leur propose sont effectivement des produits valides. Donc je crois que la décision était, comme toutes les décisions que nous prenons depuis un an, extraordinairement difficile, mais il fallait la prendre pour redémarrer de plus belle. Taux d'incidence en hausse, hôpitaux saturés, jamais l'Île-de-France n'a paru si proche du confinement. Est-ce un passage obligé ? On y va, et puis on tient le coup pour que ça baisse. Est-ce que j'ai le droit de dire je ne sais pas ? Je ne sais pas. D'ailleurs, quand on a eu ces chiffres-là, on l'a fait à Nice. C'est la seule attitude qu'on peut avoir. Oui, et moi je me rappelle que mon département de la Savoie, au mois de septembre, vous le connaissez bien, Christophe Barbier, était le département le plus atteint par le virus, et donc malheureusement on ne maîtrise pas les cycles de propagation de ce virus. Il y a un an à la Balme de Sillingy, on n'a pas hésité, on a bunkerisé le village. Et donc aujourd'hui, il peut y avoir, aujourd'hui, demain, dans la semaine, une décision qui est prise pour l'Île-de-France. Dans la gamme de mesures, qu'est-ce qui peut être pris ? Ça peut être des horaires de couvre-feu allongés, ça peut être un confinement général hors travail et hors école, ça peut être un confinement général comme celui du printemps. Il faut regarder surtout le bon équilibre entre, comme d'habitude, la propagation du virus et nos lits de réanimation. L'enjeu, c'est celui-là. C'est de pouvoir continuer à soigner les Français et qu'à aucun moment, il y en ait un qui reste dans les couloirs. Regardez la situation en Italie. L'Italie s'est trouvée complètement coincée et donc a provoqué le confinement. Moi, je ne suis pas choqué qu'il y ait des transferts de patients de l'Île-de-France vers d'autres régions, comme il y avait eu chez moi en Savoie des transferts de Savoyards vers d'autres régions. Donc, travaillons là-dessus jusqu'à l'ultime limite. Vous savez, la bonne ligne, c'est de se dire que chaque jour
passer sans confinement est un jour gagné pour la vie des Français. Mais les médecins vous disent que c'est un jour gagné aussi pour l'expansion du virus. Bien sûr, et il faut toujours écouter les médecins. Je constate que quand le président de la République a décidé de ne pas nous confiner, on vient déjà de gagner 5 semaines avec un peu plus de liberté. Parce que l'enjeu, c'est quoi ? C'est évidemment sanitaire. On protège la santé des Français et on évite les morts. Ensuite, l'enjeu, il est économique et social. Parce que vous pouvez faire des morts physiques, mais vous pouvez faire aussi des morts économiques, des morts sociales. Et il y a un impact qu'il faut mesurer désormais et qui est très lourd. Tout ça dure depuis 1 an. Il y a un effet psychologique majeur chez les Français qui ont envie de retrouver leur vie. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons besoin de nous retrouver les uns les autres. On a besoin de retrouver sa famille, d'avoir de nouveau des échanges. Donc faisons très attention. Si on a seulement le prisme sanitaire dans les décisions que nous prenons, nous pouvons aussi faire des petites morts psychologiques. Donc soyons prudents et au fond, ne prenons pas des décisions à l'emporte-pièce en se disant, tiens, à partir d'une barre de 400 de contamination, tout d'un coup, boum, on bascule dans le confinement. On peut tenir ensemble le plus longtemps possible. Est-ce que les mieux placés, ce ne sont pas les élus locaux pour décider ce qu'on doit faire compte tenu de tous ces critères de situation ? Oui, vous savez, moi j'ai été maire 20 ans, donc je défends toujours les maires. Je constate que dans les petites communes, ils ont d'ailleurs très bien agi. Ils ont mis de l'énergie, ils connaissent leur terrain, ils accompagnent. Vous voyez, j'avais un maire au téléphone hier soir qui était en train de mettre en place ces animateurs sportifs qui d'habitude viennent dans les écoles. Il les met auprès des personnes âgées qui sont plus sorties de chez elles depuis quasiment 1 an et qui n'arrivent plus à marcher, qui n'arrivent plus à aller faire leurs courses. Donc il y a des initiatives locales formidables. Objectivement, en toute franchise, puisque c'est bien le lieu de le dire, dans les maires de plus grandes villes, j'ai constaté parfois des hésitations, des itérations, quelques calculs politiques avec des maires qui nous disaient que finalement ils étaient pour le confinement quand on ne voulait pas confiner, ou qu'ils étaient contre le confinement quand il aurait fallu confiner. Anne Hidalgo, Christian Estrosi, on a eu. Je pense qu'il faut faire attention. Il faut que là aussi, on prenne en considération la confiance des Français dans cette lutte contre le virus. Et donc, changer de pied, changer d'avis, parfois pour des raisons de calcul partisan ou de calcul politicien, c'est pas une bonne façon de faire les choses. Donc, il y a des choses qui doivent se décider localement. Le soutien à l'économie, l'organisation des écoles. Vous voyez, si demain on peut réouvrir les lieux de culture, on doit le penser évidemment d'abord avec les élus locaux. Mais quand il s'agit de prendre des décisions sanitaires, elles doivent être prises en partenariat avec les élus locaux, mais ça peut pas être au petit bonheur la chance, chacun qui décide. Tensions et divergences semblent se développer chaque semaine un peu plus entre le MoDem et la République En Marche. Est-ce que le pacte majoritaire tient toujours ? Oui, il tient toujours. C'est ma responsabilité avec Christophe Castaner à l'Assemblée d'ailleurs. C'est de faire en sorte que cette majorité reste une majorité jusqu'au dernier jour de la législature. Ce serait déjà un progrès formidable. On se rappelle du quinquennat Sarkozy qui avait mal fini dans les bagarres entre Copé et Fillon, du quinquennat Hollande qui avait mal fini avec les frondeurs. Aujourd'hui, on doit être en capacité de travailler jusqu'au dernier jour. C'est pas juste une fierté auto-centrée de la majorité présidentielle. C'est de se dire que là, on rentre dans un cycle économique et social où la deuxième vague économique va arriver. Et donc, il faut qu'on lutte sur ce front-là pour que les effets sociaux de cette année de crise ne soit pas dévastateur pour les Français. C'est ça qui doit faire tenir la majorité présidentielle. Après, évidemment, on peut avoir des avis différents, et heureusement. Par exemple, sur la proportionnelle, gardez-vous un espoir que le scrutin proportionnel soit adopté d'ici les législatives de l'an prochain ? Jusqu'au bout, je me battrai sur ce sujet, parce que c'est pas une marotte. C'est pas une marotte comme ça du MoDem qui dit que tiens, ça nous a pris l'idée qu'on pouvait faire la proportionnelle pour que les Français soient mieux représentés. C'est parce que, au fond, toute la chaîne de responsabilité collective dans le pays, elle doit être revue. Commençons à tirer les conséquences de l'année qui vient de s'écouler. On a bien senti que dans la chaîne d'application des décisions, il y a eu des défaillances au niveau de l'État, mais aussi au niveau local. On a besoin d'institutions qui respirent mieux, de rééquilibrer le gouvernement et le Parlement. Aujourd'hui, c'est le gouvernement qui décide de tout et le Parlement qui n'est là que pour exécuter. On a besoin de se rééquilibrer entre une démocratie représentative, les députés, les sénateurs, et puis la démocratie délibérative, les conventions citoyennes. Le millefeuille territorial, on parlait des élus locaux à l'instant. Les Français comprennent plus rien. On leur dit qu'il y a des départementales et des régionales, ils voient même pas de quoi on leur parle. Donc il y a besoin de faire respirer tout ça. Pour faire respirer tout ça, la proposition de Yaël Braun-Pivet, votée le même jour pour la présidentielle et les législatives. Est-ce que ça retient votre attention ? Alors, moi je ne le crois pas, parce que ce sont 2 élections de nature différente.
Les Français choisissent un projet, ils choisissent un destin collectif au moment de l'élection présidentielle. Et au moment des législatives, ils choisissent, au fond, le député qui leur ressemble le mieux, qui va représenter leur département. Si on faisait une proportionnelle départementale, il faut des gens qui connaissent bien le département où ils sont élus, et puis qui représentent leur sensibilité politique. Vous savez, moi, je crois que là, on vient de faire 3 quinquennats où on avait des majorités surabondantes. Si demain, on pouvait avoir un président de la République qui travaille à de vastes alliances à l'Assemblée nationale, où on est capable de construire des majorités de projets, on gagnera en maturité. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Une fois que le président de la République est élu, il a une majorité si large que pendant 2 ans, il fait tout ce qu'il veut. Puis au bout de 2 ans, ça se bloque. Parce que quand le débat n'est pas à l'Assemblée nationale, il se retrouve dans la rue, ou il se retrouve dans les médias. Mais dans une démocratie, il est bien que le débat ait lieu à l'Assemblée nationale, qu'il ait lieu au Parlement. François Bayrou, candidat à la présidentielle 2022, c'est complètement inenvisageable ou ça peut arriver selon les circonstances, l'état du mandat, la volonté du président de rempiler? Vous savez, tout peut arriver. On est aujourd'hui au mois de mars. Est-ce qu'en mars 2016, on pouvait imaginer ce qui allait se passer en mai 2017 ? En mars 2016... Emmanuel Macron lançait son mouvement à Amiens. Voilà, c'était avant qu'Emmanuel Macron ne lance En Marche à Amiens. C'est-à-dire qu'à Chambéry, quand je me baladais au marché, on ne me parlait pas encore d'Emmanuel Macron. Donc, tout peut arriver dans les 18 mois qui viennent. Donc, moi, je m'auto-recommande, moi, je ne donne pas de conseils aux gens, mais en tout cas, à moi-même, je me recommande de bien faire le travail dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. Il y a tant à faire que pour le moment, il ne faut pas trop parler de la présidentielle. J'invite d'ailleurs les présidents de région qui sont candidats à leur réélection à être candidats à la présidence de leur région avant de penser être candidats à l'élection présidentielle. Par exemple, à Valérie Pécresse, à Laurent Wauquiez, qui s'occupent des régions. C'est le lieu où on s'occupe de l'aménagement du territoire et de l'économie. On a besoin d'économie et d'aménagement du territoire. Donc parlons de ça avant de parler des ambitions personnelles. Parlons des régionales. Est-ce que les élus régionaux MoDem, qui souvent ont participé à des majorités avec les Républicains, auront le droit d'être candidats sur les listes des Républicains sortants, ou est-ce qu'ils devront faire bande à part ? Il ne s'agit pas d'une question de droit, il s'agit d'une question de cohérence. Je le disais à l'instant, il y a la difficulté de ces régionales, c'est qu'on n'a pas encore parlé des régions. Ça serait original pour une fois que dans une élection, on ne parle pas de la suivante. Donc il faut qu'on travaille d'abord à des programmes régionaux, en étant dupe de rien. On a un certain nombre de présidents de région avec lesquels nous travaillons en alliance. On a bien travaillé dans le cadre d'un contrat de mandat. Il faut honorer ce contrat de mandat jusqu'au dernier jour. Mais on voit bien qu'il y a de l'arrière-pensée. Et que si nous travaillons pour que la majorité présidentielle relève le pays dans les mois qui viennent, c'est pas pour aller participer à nourrir les ambitions des uns des autres. On parlait de Bertrand, on parlait de Pécresse, qu'un certain nombre de nos élus, et je les respecte, au fond tout ça, il y a beaucoup d'humains, aient envie de rester avec leur président de région sortant. Il y a une petite forme de syndrome de Stockholm, c'est assez logique. Mais la cohérence de ma famille politique, c'est d'avoir une majorité présidentielle qui est appuyée sur La République En Marche et le MoDem, pas pour le plaisir des étiquettes. Ces 2 étiquettes, on doit les rassembler pour ensuite ouvrir cette majorité plus largement à la droite modérée et à la gauche modérée. Et donc nos conseillers régionaux sortants, vous savez, quand on est conseiller régional, c'est pas un rôle de consul à vie, hein. Ils doivent pouvoir travailler dans cet esprit. Patrick Mignola, merci, bonne journée. Merci à vous.